AIPL, 7 juillet 1994. Aujourd'hui, à l'Agence de presse libre internationale, on va vous donner une conférence sur l'histoire tragique depuis la vaccination, depuis ses débuts, depuis ses mises au point, avec tout le trajet qu'elle a transporté au cours de différentes décennies, surtout depuis le 19e siècle. Si on regarde une feuille devant moi ici, Revue l'essentiel, volume 4, numéro 5, février 92, on peut lire ceci. Épidémie de rougeole, hausse marquée des cas de coqueluche, nouveau cas de méningite en Mauricie. Si on en croit les titres des journaux, on assisterait à une augmentation des maladies infantiles. Cependant, pour les spécialistes en immunisation, il n'en est rien. C'est quand même bizarre, hein? On parle, jour au lendemain, qu'il y a une augmentation quelque part, qu'il y a une augmentation à un autre. Puis en fin de compte, les spécialistes, ceux qui sont sincères et qui se penchent sur la question, disent, écoutez, il n'y en a pas, comme on le dit dans cet article-là ici, la recrudescence de certaines maladies infantiles, comme ce fut le cas avec la rougeole et la coqueluche, est normale et s'explique en partie par le cycle naturel des virus, alternance de périodes de virulence et de latence. Voilà, en gros, c'est ça. Le reste de l'article est assez contradictoire, mais pour les débuts, ça dit ce que ça dit. Il y a une raison qui ressort de ça pour laquelle on parle à des moments donnés qu'il y a une recrudescence de maladies graves. Et ces derniers temps, surtout il y a quelques semaines, on a parlé d'une campagne de vaccination pour l'automne, le début de l'automne 94, campagne massive de vaccination contre l'hépatite B. Et pourtant, si je regarde en avant de moi différents articles de journaux au Québec, tous, sans exception, s'accordent à dire qu'il n'y a aucune épidémie. Il n'y en a pas. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y en a pas. On dit ceci, en grosse partie. Le vaccin contre l'hépatite B sera administré aux élèves de 4e année dans toutes les écoles du Québec dès l'automne prochain. La situation présente ne s'apparente à aucune épidémie. Le Nouvelliste de Trois-Rivières, mardi 7 juin 1994. Et un peu plus loin, on peut lire dans le même article, précisons qu'il n'existe pas de traitement pour guérir les malades atteints de l'hépatite B. Une maladie qui se contracte à peu près par les mêmes voies que le virus du sida, mais qui reste nettement plus contagieuse, ainsi de suite. Donc, ce qu'on fait ressortir là-dedans, c'est qu'on dit d'un côté, oui, on va vacciner à peu près tout le monde, au moins, comme on dit ici, injecter au moins 100 000 enfants d'ici la fin de l'année 95, mais on dit en même temps qu'il n'y a pas d'épidémie, à titre préventif, ajoute-t-on. Si on regarde dans un autre journal, Québec, Le Soleil, mardi 7 juin 1994, on précise qu'il y a une part d'arbitraire dans le choix de l'âge des jeunes qui seront vaccinés gratuitement. Pourquoi 2 ans avant l'émergence de la puberté? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas? Est-ce qu'il y a des incidences à calculer par les compagnies pharmaceutiques, les monopoles, en fin de compte, pharmaceutiques, qui mettent ces vaccins-là au point? Est-ce qu'il y a une incidence d'expérimentation à calculer sur une population donnée? Bien, à telle période de temps, on donne le vaccin, et tant d'années après, on voit au niveau de l'adolescence si ça provoque telle ou telle chose. En d'autres mots, ce qu'on est en train de nous dire, sans le dire directement, c'est qu'on va se servir de 100 000 enfants comme terrain d'expérimentation, ce qui va aller plus vite qu'une étude en laboratoire. On ne sait toutefois pas combien de temps une personne demeure immunisée contre l'hépatite B. Non seulement il n'existe aucun traitement connu contre l'hépatite B, mais en plus, même si on donne le vaccin, on ne sait pas combien de temps la personne va rester immunisée. Donc il y a 3 choses contradictoires là-dedans. On dit, d'une part, qu'il n'y a pas de traitement contre l'hépatite B. Deuxièmement, on dit, écoutez, on va quand même donner un vaccin. S'il n'y a pas de traitement, c'est un vaccin expérimental à ce moment-là. Et troisièmement, on dit, on ne sait pas combien de temps le vaccin va agir. On ne sait même pas au départ s'il va agir, puis on se demande par-dessus combien de temps que la personne va être immunisée. Immunisée contre quoi? Parce qu'il n'y a pas de traitement. Ensuite, le choix des jeunes de 10 ans va permettre une évaluation plus rapide des effets bénéfiques ou non de ce programme. C'est clairement
un terrain d'expérimentation, va permettre une évaluation plus rapide que si ça se faisait sur quelques petits animaux de laboratoire, en fin de compte, des effets bénéfiques ou non de ce programme. Oui, des effets bénéfiques ou non. Imaginez-vous ceux qui ne seront pas bénéfiques, parmi les 100 000 enfants qui vont être vaccinés, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ils ne savent même pas encore. Ensuite, on précise dans le soleil du 7 juin 1994 à la page A3, il n'existe pas de traitement curatif de l'hépatite B. Environ 90% des personnes infectées vont voir le virus s'éliminer de lui-même dans les mois qui suivent une jaunisse, sans aucun traitement comme tel, aucun traitement connu, ça va disparaître tout seul. Dans ici, le Journal de Montréal, du 7 juin 1994, on dit sensiblement la même chose. On dit qu'il n'existe pas de traitement pour guérir les malades atteints de l'hépatite B, une maladie qui se contracte, ainsi de suite. Bon. Si on va un peu plus loin, dans le même article, on dit que le prix du vaccin a baissé de moitié dans les dernières années, 45 $ l'unité pour l'État, à cause d'une très forte demande. Bon, 45 piastres, multiplier 45 $ pour l'État par 100 000 enfants pour voir à peu près ce que ça va vous donner, alors qu'on dit vouloir faire des coupures budgétaires partout. En d'autres mots, ça revient à dire que la population elle-même, dans ce cas-ci, se trouve à payer gratuitement l'expérimentation de monopoles pharmaceutiques pour voir si oui ou non ce traitement-là va agir plus qu'un autre. En fin de compte, c'est la population qui défraie les frais d'expérimentation de la compagnie pharmaceutique qui paye pour. Dans l'éditorial du Monde, le cahier B de la presse, mardi le 7 juin, on dit sensiblement là aussi la même chose. Le vaccin nécessite 2 relances, un mois après la première injection, une dernière 6 mois plus tard. Vaccin fabriqué en laboratoire. En outre, comme il s'agit d'un vaccin fabriqué en laboratoire, les risques de donner la maladie en administrant le vaccin sont inexistants. Alors, remarquez bien ce qu'il dit ici, là. Les risques de donner la maladie en administrant le vaccin sont inexistants. Tout à l'heure, je vais vous prouver le contraire. Ensuite, si on regarde un autre article pour en finir avec cette série d'articles qui avaient pas tous la même chose, du mardi 7 juin 1994, dans Le Devoir, page A10, ministre de la Santé, Lucienne Robillard, a insisté d'emblée sur le fait que la situation présente ne s'apparentait à aucune épidémie. On repose encore la même question. S'il n'y a pas d'épidémie, on vaccine pourquoi? À titre préventif, on admet qu'il n'y a pas de traitement pour ceux qui sont atteints de l'hépatite B. Il n'y en a pas. Puis on ne sait même pas si le vaccin va être bénéfique ou non, en d'autres mots, s'il va être efficace ou non. Donc, au-delà de tous ces articles, une question qu'on peut se poser ici, c'est, d'un côté, le gouvernement dit 2 millions de dollars pour évaluer les effets d'un programme. 2, il n'y a pas d'épidémie d'hépatite B au Québec. 3, près de 90% des personnes infectées de l'hépatite B guérissent de cette jaunisse en quelques semaines et sans traitement puisqu'il n'en existe aucun. Il n'existe pas de traitement. Okay? Vacciner 100 000 enfants de 10 ans alors que le plus haut taux d'hépatite B se retrouve chez les 20 ans à 30 ans et la durée d'efficacité du vaccin est d'environ 10 ans. Ça permet quoi? Ça revire à quoi? Alors, pour essayer de voir clair un peu à l'intérieur de ça, je vais vous faire part d'un document. Un document qui, il y a seulement quelques mois, n'était pas connu en aucune manière. C'est un document qui a été libéré par la loi d'accès à l'information aux États-Unis et que des journalistes américains m'ont fait parvenir. C'est du département de la Défense, appropriation pour 1970, librairie du Sénat des États-Unis, comité et sous-comité des appropriations de la Chambre des représentants, 91e congrès, numéro du document HB-15090. Qu'est-ce que dit ce document-là? Parce que j'ai seulement la partie la plus importante. Financement pour le développement du virus du sida. Donc, ceux qui ont sursauté, qui se demandent s'ils ont bien compris, vous n'avez pas besoin de refaire jouer la cassette en arrière, je vous le répète. Le financement pour le développement du virus du sida. Et non pour trouver un remède là, contre cette maladie, non.
pour le développement de cette maladie. Et ça, c'est un document officiel du gouvernement américain, d'accord, du département de la guerre, ministère de la Défense, et ce document-là est tiré de la librairie du Sénat des États-Unis à Washington. Le développement du virus du sida fut financé, c'est ce qu'on lit dans le document, en 1969, 3 ans avant qu'une requête fût faite pour le développement, pour son développement en fin de compte, par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, qui est directement rattachée aux Nations unies, à travers des fonds obtenus par le ministère de la Défense des États-Unis. En d'autres mots, ce qu'on dit, c'est que le développement du virus du sida pour le fabriquer, alors qu'il n'existait pas auparavant, avant cette année-là comme telle, a été financé en 1969, 3 ans avant qu'une requête fût faite pour son développement par l'Organisation mondiale de la santé à travers des fonds qui ont été, eux, demandés et obtenus par le département de la guerre du ministère de la Défense des États-Unis. Le département de la Défense requérera et reçut 10 millions via un bill, House Bill, en fin de compte, via une législation, là, un document 15090, qui fut entendu en sous-comité par le comité des appropriations de la Chambre des représentants du gouvernement américain durant son 91e congrès pour 1970. La 5e partie de ce document fut intitulée, écoutez bien, Recherche, développement, vérification et évaluation pour encouragé par le département de l'armée au niveau de l'agence pour les projets de recherche avancés, dont l'organisme est connu maintenant sous le nom de DARPA, D-A-R-P-A, et par le département d'ingénierie et de recherche du ministère de la Défense des États-Unis. La faisabilité du programme et des laboratoires, ça c'est dans le même document là, que je suis en train de vous traduire au fur et à mesure que je le lis. La faisabilité du programme et des laboratoires doivent être complétées pour 1974-1975. C'est-à-dire qu'eux autres, là, c'est-à-dire que pour le programme soit faisable, l'installation des laboratoires, tout devait être complété pour 1974-1975 et le virus devait être prêt, devait avoir été mis sur pied, en fin de compte, entre 1974 et 1979. C'est grave, c'est très grave. Alors que beaucoup de personnes disent, écoutez, on ne sait pas, virus du sida, c'est quoi, puis ainsi de suite. Ça, c'est un document officiel du ministère de la Guerre et du gouvernement américain. Donc, on continue, parce que c'est assez surprenant, ici. D'ailleurs, le professeur Léon Grigorski disait, nous créons nous-mêmes les maladies et nous allons droit vers une cancérisation générale et des imperfections mentales à travers l'encéphalite par l'utilisation des vaccins. Le journal Akawel du 8 janvier 1992 rapportait ceci pour sa part. À propos de l'hépatite C, parce que vous savez qu'on est en train d'en faire toute une série, on en découvre, on ne fournit pas d'en découvrir, on va faire, je pense, tout l'ordre alphabétique d'un bout à l'autre jusqu'à Z à un moment donné. L'hépatite C, une maladie potentiellement mortelle du foie, a été ajoutée à la longue liste croissante des maladies pouvant être transmises par les transplantations d'organes. Eh oui, les transplantations d'organes, je pense qu'on va en apprendre tous les jours. Écoutez bien la suite. La liste inclut aussi d'autres formes d'hépatite, de sida et de cytomégalovirus. Les découvertes publiées dans The New England Journal of Medicine peuvent expliquer pourquoi il y aurait des causes aussi longues de maladies de foie
suivant les opérations de transplant, suivant les transplantations d'organes. Une étude produite à partir de 29 patients ayant subi des transplantations d'organes de personnes ayant alors le virus de l'hépatite C démontra que 14 d'entre eux développèrent une hépatite C et 6 en moururent. Les chercheurs pensent que dans la plupart des cas, les docteurs n'auraient pas dû accepter des personnes porteuses du virus de l'hépatite C comme donneurs d'organes. Pourquoi ils s'en seraient préoccupés? Puisque ça rapporte énormément d'argent faire des transplantations d'organes. Mais les transplantations d'organes, tout comme les vaccins, on le dit ici, génèrent des profits économiques d'une ampleur indescriptible. De même qu'elles apportent une notoriété non négligeable aux centres hospitaliers qui les pratiquent. Le document qui suit a de quoi faire réfléchir et remet tout à fait en question la médecine officielle versus gouvernement, comme c'est le cas ici au Québec à l'heure actuelle. Et c'est le cas dans d'autres pays. Donc ce document-là, qui est annoncé ici, c'est justement le document que je vous lisais tout à l'heure, à propos de la fabrication, le financement, la fabrication, la mise au point du virus du sida, qui fut, lui, administré par l'Organisation mondiale de la santé. Et si vous vous rappelez, on parle de 1977-1979, justement, si vous vous rappelez au début des années 80, ici à Montréal, je ne me rappelle pas exactement quand il y avait eu une conférence à propos du virus du sida et on disait que ça venait de la communauté homosexuelle à New York et ça venait de la communauté noire d'Haïti, d'Afrique et d'autres endroits. On a tout de suite couru aux explications rapides pour éviter toute forme supposément de discrimination et de racisme. On avait tellement peur que ces déclarations-là renferment du racisme possible, parce qu'on parlait des Noirs, et renferment une discrimination possible, parce qu'on parlait des homosexuels, que cette peur-là a empêché les gens de voir que oui, c'était vrai que ça venait de là, mais personne à l'époque ne s'était posé la question, pourquoi est-ce que ça vient de là? Ce que la peur peut faire à des moments donnés. Hein? On a tellement peur de voir quelque chose qu'on ne se pose même pas de questions dessus, puis en fin de compte, on découvre 10-20 ans après, alors que bien souvent il est trop tard, qu'est-ce qui pouvait en être la cause. C'est comme ça dans n'importe quoi, mais là, ça touchait le domaine de la santé. Si au lieu d'avoir été pris d'une façon générale à cette époque-là, d'une paranoïa collective, les gens s'étaient posé la question, bon, on dit que ça vient de la communauté noire, Afrique, Haïti, de la communauté homosexuelle, on va essayer en faisant des recherches, en faisant une enquête, de voir pourquoi ça vient de là. Au-delà de la peur panique d'une discrimination possible, bien, on aurait découvert qu'il y avait tout un coup monté en arrière. On n'a jamais pu le découvrir à cette époque-là, parce qu'on a abrié l'affaire. Cette mentalité de tout cacher, de tout abrier, nous ne permet pas, en fin de compte, ou permet rarement, à moins d'un accident de parcours, de découvrir quoi que ce soit. Donc, si on en revient à l'histoire des vaccins en général, pour laisser l'hépatite B de côté, le financement du virus du sida, on est obligé de se rendre compte d'une chose qui existe dans tous les volumes sérieux de médecine à travers le monde. C'est pas bien compliqué. Tous les volumes sérieux de médecine, tous les volumes d'histoire en médecine vont tous vous dire la même chose. La diminution des épidémies est due à plusieurs facteurs, non pas à la vaccination du tout, mais est due plutôt à plusieurs facteurs, dont, entre autres, les améliorations au niveau des populations, des conditions d'hygiène au 20e siècle et des conditions de nutrition et de l'accessibilité aux vitamines comme la vitamine C et d'autres vitamines. Ce qui n'existait pas avant le 20e siècle ou à peu près pas, à moins d'être dans certains milieux aisés qui pouvaient avoir accès à certaines choses différentes de ce que pouvaient avoir les populations dans ce temps-là. Donc, si on se reporte à l'histoire des vaccins, on va s'y reporter, mais on ne s'y reportera pas n'importe comment. On va s'y reporter avec en tête le calendrier de vaccination pour les enfants au Québec. Ce calendrier de la vaccination pour les enfants au Québec, il dit quoi exactement? Pas bien compliqué, OK? On dit, à l'âge de 2 mois, c'est le vaccin DCT et Sabin contre la polio.
Retenez bien ça parce que je vais revenir dessus tout à l'heure. On donne aussi le HIB, DCT, ACT, HIB, Sabin. Okay? À 4 mois, DCT, Sabin, polio et HIB. Okay? À 6 mois, le DCT et le HIB. À 12 mois, entre 12 et 15 mois, on va rougeole, rubéole, oreillon. Okay? À 18 mois, 1 an et demi, on revient au Sabin encore une fois. Entre 4 et 6 ans, un autre vaccin Sabin. Et on passe un peu plus loin à d'autres vaccins qu'on explique ici. DCT, c'est quoi? Diphtérie, coqueluche, tétanos. DT, diphtérie, tétanos. Sabin, c'est contre la poliomyélite. Vaccin SALT, antipoliomyélite aussi, il y en a 2, Sabin et SALT. On donne les 2 ici. Et vous allez voir la gravité de la situation tout à l'heure. Ensuite, il y a rougeole, rubéole, oreillon. Et il y a l'OCT HIB qui est améophilus, l'influenza type B et la méningite. Donc, tous les enfants reçoivent ces vaccins-là. En d'autres mots, lorsqu'ils sont arrivés à l'âge d'1 an et demi, ils sont supposés d'être immunisés à peu près contre n'importe quoi. Il n'est pas supposé de se produire quoi que ce soit. Vous imaginez un programme semblable, qu'est-ce que ça peut rapporter, en fin de compte, aux compagnies, aux monopoles pharmaceutiques? Je vous garantis que être à leur place, là, et puis avoir juste à faire fabriquer des vaccins, en tenant pas compte si oui ou non ça peut avoir des conséquences dangereuses chez les enfants ou dans la population, puis juste ramasser les profits, il n'y a rien de plus facile que ça. Donc, on va commencer la conférence, l'historique, tragique des vaccins, par celui du vaccin contre la coqueluche, qu'on appelle aussi le pertussis. Et le vaccin contre la coqueluche ici, écoutez bien ça, au Québec, il est donné à l'âge de 2 mois. DCT, diphtérie, coqueluche, tétanos. HIB, qui est donné aussi, Haemophilus, influenza de type B, et méningite. Et le Sabin, qui est contre la polio. On commence à 2 mois. Alors, je commence ici. Le vaccin contre la coqueluche est un vaccin qui se trouve être combiné avec les vaccins habituellement contre la diphtérie et le tétanos. Il est connu comme étant le vaccin DCT ou triple vaccin antigène. Le professeur Gordon Stewart, dans un article sur la coqueluche, Ears Health de mars 1980, fit alors une série d'observations concernant l'historique de ce vaccin en Grande-Bretagne. N'oubliez pas, on le donne à l'âge de 2 mois ici. On commence. Introduit en 1957, ce vaccin avait été administré à 70% des nouveau-nés à partir de 1960 et à plus de 70% de tous les enfants à partir de 1969. On n'y a pas été de main morte, on faisait les choses en grande. De 1957 à 1968, le programme national fut dirigé par le Service de laboratoire en santé publique, Public Health Laboratory Service. En 1969, ceux-ci rapportèrent confidentiellement, il ne fallait pas que ça soit issu de la population, okay, que les vaccins en question n'étaient pas très efficaces puisqu'ils avaient omis de contrôler les premiers cas qui étaient apparus ou encore de protéger efficacement les enfants qui avaient été vaccinés contre l'infection. Au cours de la même période, la proportion d'enfants alors vaccinés s'éleva à 80%, même plus, et ce fut à cause d'une question de dossier. À aucune enquête sur le terrain, là, question de dossier, pratiquement par accident, qu'il fut possible de remarquer un déclin dans la fréquence et la gravité des cas de coqueluche, seulement à cause de dossiers. Mais également, il fut aussi clairement démontré, avec les dossiers à l'appui, que non seulement la coqueluche apparut chez les enfants déjà vaccinés, mais encore que des réactions contraires graves causaient plusieurs problèmes et des inquiétudes dans le monde médical à l'époque. On est dans les années 60, là. Okay? On n'est pas en 1800 quelque chose. Si la référence avait été établie avec le vaccin contre la coqueluche, le pertussis, lors des premiers essais de vaccination aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans ce cas-ci, le vaccin contre la coqueluche, comme ne faisant pas partie intégrante du triple vaccin dont on parlait tout à l'heure, diphtérie, coqueluche, tétanos,
Il devint par la suite clair que l'inclusion de ce vaccin, celui contre la coqueluche, rend le triple vaccin plus que probable d'être suivi pour son cas de réaction adverse impliquant le cœur et le système nerveux. C'est grave. Des réactions qui touchent le cœur et le système nerveux, et on parle d'un vaccin qui est administré aux enfants à partir de l'âge de 2 mois. De telles réactions comprennent les effets de choc, la perte de connaissance, les convulsions et les crises de hurlement, des réactions diverses qui avaient alors tous été notées chez des enfants qui n'avaient reçu que le vaccin contre la coqueluche lors des premiers essais. Par contre, de telles réactions étaient extrêmement rares, voire même totalement absentes, lors de la première utilisation des 2 autres composantes du vaccin. Il n'a pas dit qu'il n'y en avait pas, qui étaient rares. Encore plus de lumière fut jetée sur ce problème lorsque le professeur Herrengut de Hambourg en Allemagne et le docteur John Wilson, avec des collègues de l'hôpital pour enfants malades, Hospital for Sick Children, situé sur la rue Great Ormond, à Londres, en Angleterre, rapportèrent d'une manière indépendante l'un de l'autre. Là, ils ne savaient pas. Ils rapportèrent dans 2 pays différents, de manière indépendante, sans s'être communiqués entre eux, que des signes évidents de dommages cérébrales graves commencèrent à apparaître chez certains enfants ayant été victimes de réactions adverses au triple vaccin. Et si on parle du triple vaccin, c'est le DCT, diphtérie, coqueluche, tétanos. Okay? Donc, des réactions graves avaient commencé à apparaître au niveau de dommages cérébrales. Je ne comprends pas comment ça se fait que les parents, dans ce pays-ci, n'aient jamais été informés de choses semblables. À peu près au même moment, un nombre de rapports fut publié dans la presse dans différentes régions du Royaume-Uni, faisant ressortir que des enfants reconnus comme étant en bonne santé, c'est-à-dire qui étaient venus au monde en bonne santé, il n'y avait pas de problème, étaient devenus mentalement retardés, voire même paralysés à la suite de la réception du triple vaccin du DCT. C'est-tu assez grave? Ces enfants-là, qui étaient venus au monde en pleine forme, étaient devenus tout d'un coup mentalement retardés, voire même paralysés, à la suite de la réception du vaccin DCT, diphtérie, coqueluche, tétanos. Il y a de quoi faire réfléchir n'importe qui. Donc, malgré les cas d'enfants devenus mentalement retardés et même paralysés à la suite de la réception du vaccin DCT, diphtérie, coqueluche, tétanos, le gouvernement du pays, se référant à l'avis de ses comités consultatifs, comme ici au Québec, se référant à ces spécialistes qui, en fin de compte, sont des fonctionnaires, sont payés par le même gouvernement, réagit alors à ces rapports en réaffirmant l'efficacité et la sécurité du vaccin contre la coqueluche pertussis et en incitant même que ce composé soit retenu comme tel dans la composition du triple vaccin. Le gouvernement insista pour qu'un niveau de vaccination parmi les enfants de tout âge soit maintenu si l'on considérait voir écarter les épidémies. En d'autres mots, il rejetait les cas comme étant des cas reliés à ce vaccin-là, puis il disait, ben, écoutez, ça peut au moins éliminer les épidémies, même si on n'est pas sûr, en fin de compte, que ça les élimine ou ça les éloigne, on continue les vaccins, puis comme je le disais à un moment donné, on continue les vaccins pour la simple raison que ça permet aux compagnies pharmaceutiques de faire des profits invraisemblables, et par conséquent, ça permet aux caisses électorales des partis politiques qui sont à la tête du pays aussi de faire des profits. Au cours de la même période, en 1974, les niveaux de vaccination étaient généralement d'environ 30%, rarement en bas de 70% et souvent plus de 90%. La dernière manifestation de coqueluche apparut en 1970-71 et comme les épidémies sont susceptibles de se produire tous les 3 ou 4 ans, une autre épidémie était prévue et se produisit comme de fait en 1974-75. Cette situation fournit alors l'occasion de vérifier l'efficacité du vaccin contre la coqueluche. Il devint bientôt évident que la protection demeurait encore incomplète et au mieux, elle n'était que temporaire puisque dans tous les rapports publiés à cette époque, une proportion considérable de cas, soit de 30 à 50% des cas, fut remarquée chez des enfants ayant déjà été vaccinés. Imaginez-vous. Entre-temps, des rapports concernant des dommages cérébraux continuèrent à circuler, faisant ressortir des débats entre les experts et ceux impliqués au Parlement à propos de la sécurité du vaccin. Parce que là, il y avait 2 sortes d'experts. Hein? Il y avait ceux qui étaient payés par le gouvernement et qui prenaient pour le gouvernement, puis il y avait les experts indépendants qui, eux autres, se battaient contre les experts du gouvernement.
le comité principal consultatif, le comité mixte sur l'immunisation et la vaccination, encore fermement rattaché à son point de vue initial, ça c'est le gouvernement ici, celui-ci exprimé pour la première fois en 1964, comme quoi le vaccin était aussi sécuritaire qu'efficace, et que le dommage cérébral, même si celui-ci se produisait véritablement, était excessivement rare, n'affectant pas plus que de 1 enfant sur 300 000 nouveau-nés. Cependant, ceux-ci, le gouvernement, insistèrent sur le besoin d'une mise en garde. Mais pour dire, hein, d'un côté, ils disent « Ah non, il n'y a pas de problème », mais ils disent « On va quand même faire une mise en garde » et recommandèrent que le vaccin soit retiré auprès des enfants qui démontraient des signes de désordre au niveau du système nerveux ou ayant un antécédent familial semblable ou encore ayant mal réagi à une première ou à une deuxième injection. Ce fut à partir de cette époque qu'un doute considérable commença d'émerger à l'intérieur de plusieurs départements de milieux auquel le gouvernement répliqua en mettant en place, par le biais de son comité sur la sécurité des médicaments, une commission spéciale d'experts chargée de revoir la présumée toxicité du vaccin. Ils introduisirent même en 1978 un plan de dédommagement pour les parents dont les enfants avaient été victimes d'effets secondaires graves reliés au vaccin. Ben oui. Même s'il y avait un comité de dédommagement, ça ne ramenait pas ces enfants-là à la santé pour autant. N'est-ce pas là, en fin de compte, le principe même de toute politique? Ne jamais admettre qu'il y a eu ou qu'il y a une erreur possible, sécuriser la population par le biais de comités officiels, faire taire les parents victimes par des dédommagements, pendant ce temps, continuer d'écouler un produit de consommation, dans ce cas-ci un vaccin, afin de ne pas nuire à l'économie des monopoles pharmaceutiques et de ne pas risquer de représailles économiques, baisse de revenus à la caisse électorale et politique, changement de gouvernement ou démission forcée de la part de ces mêmes monopoles. Entre 1974 et 1978, l'acceptation du vaccin contre la coqueluche, le pertussis, avait diminué. Les services d'hygiène offraient alors un double vaccin, celui de la diphtérie et du tétanos, au lieu du triple vaccin, ici au Québec, en 1994. Là, le papier que j'ai devant moi, je l'ai obtenu du CLSC de Longueuil-Est dans le cours du mois de juin 1994. Puis, dans les papiers officiels du CLSC en question, on dit ici que nous autres, on continue à donner le DCT, le vaccin diphtérie, coqueluche, tétanos, même s'il a été tragique ailleurs. Ici, on continue de le donner à l'âge de 2 mois. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Donc, les services d'hygiène offraient alors un double vaccin, comme je le disais tout à l'heure, celui de diphtérie et tétanos, au lieu d'un triple vaccin. Et ceci, avec le vaccin contre la poliomyélite, se démontrait comme étant acceptable et indiscutablement sécuritaire. Mais les conseillers du gouvernement, ici on dirait plutôt des fonctionnaires, pour leur part, prédisaient une épidémie désastreuse de coqueluche dans la population non protégée. Selon le cycle suivi, de 3 à 4 ans, la prochaine épidémie devait, en principe, se produire aux environs de 1977, mais il est à remarquer ici que les observations de cas de coqueluche avaient fait ressortir et une augmentation de cas et une continuité d'augmentation de ces cas dans les années 78 et 79, au point de devenir ce qui devait être la plus grande épidémie depuis 1967. Cependant, le taux de mortalité était le plus bas de tous et il n'y avait aucun doute que le modèle général des épidémies précédentes était suivi puisqu'une grande proportion de cas était observée parmi les enfants déjà vaccinés. Imaginez-vous. C'est efficace le vaccin encore. Pour la première fois, pourtant, il y avait une différence prononcée dans les rapports en provenance de différentes parties du pays. Des observateurs rapportèrent une incidence basse, voire même zéro, chez les enfants vaccinés, pendant que d'autres observèrent une légère différence entre les enfants vaccinés et non vaccinés. Imaginez-vous, même ceux qui n'avaient pas été vaccinés, hein, ils n'étaient pratiquement pas touchés. Pourtant, les fonctionnaires du gouvernement, dans ce cas-là, avaient prédit une épidémie désastreuse, surtout dans la population non protégée. En fin de compte, il y avait paniqué la population. Ils disaient, écoutez, vous ne recevez pas ce vaccin-là, que nous autres, on vous conseille au gouvernement, vous allez avoir une épidémie catastrophique. Non, les spécialistes ont tenu tête au gouvernement, la population a résisté. Ce qui est regrettable ici, c'est l'absence de mémoire historique dans les populations.
le gouvernement peut se permettre toute forme d'erreur, et d'un gouvernement à l'autre, les structures de base ne sont jamais changées. Les erreurs se continuent d'un régime politique à un autre, et la population continue de payer, souvent même de la vie de ses propres enfants, sans que quoi que ce soit change véritablement. Internationalement, la situation était également confuse. Toujours à propos du même vaccin, là, on parle de celui contre la coqueluche. Dans certains pays, tels que le Canada et les États-Unis, le vaccin contre la coqueluche était utilisé d'une manière intensive et on y affirmait même que la coqueluche était une maladie en voie de disparition. Néanmoins, dans ces deux pays, le Canada compris, des premières manifestations avaient été rapportées depuis 1974 et dans lesquelles, comme cela avait été le cas au Royaume-Uni, 30 à 50% des cas s'étaient produits parmi des personnes déjà vaccinées. Ça fait pas mal de monde, ça. En Allemagne de l'Ouest, mais en grande partie à cause du résultat du travail produit par le professeur Aaron Gutt sur la toxicité, le vaccin contre la coqueluche avait été soupçonné pendant des années et avait été abandonné à Hambourg sans aucune augmentation sur l'incidence de la mortalité rattachée à ce vaccin contre la coqueluche. En d'autres mots, le vaccin avait été abandonné, puis malgré que la coqueluche revenait à des moments donnés, il n'y avait pas d'augmentation d'incidence de mortalité. C'est quand même bizarre, hein? Des diminutions semblables, sans l'utilisation intensive du vaccin, furent observées en Égypte et en Italie. Il n'y a donc aucun doute dans mon esprit, écrit toujours le même professeur, que dans le Royaume-Uni seulement, des centaines, sinon des milliers d'enfants bien portants, en santé, ont souffert inutilement de dommages cérébraux irréparables et leur vie et celle de leurs parents furent par conséquent brisées et à jamais ruinées. Il y a également, et je le sais pertinemment, un nombre de morts survenus après la vaccination au Royaume-Uni et aux États-Unis qui attendent toujours des explications qu'on n'a même pas voulu encore donner de nos jours. Je ne vois aucune utilité, aucune justification pour cette sorte de politique médicale. Imaginez-vous qu'au Québec, on a le même genre de politique médicale sans que la population dise quoi que ce soit. Et je pense que l'utilisation du vaccin contre la coqueluche pertussive devrait être discontinuée. Ici, le papier officiel du CLSC de Longueuil, juin 1994, affirme clair et net sur papier que le vaccin DCT, diphtérie, coqueluche, tétanos, continue à être administré, en fin de compte, chez les enfants à partir de l'âge de 2 mois. Et je pense que l'utilisation du vaccin contre la coqueluche, non seulement devrait être discontinuée, mais jusqu'à ce que tous ces doutes soient résolus au moyen d'un meilleur vaccin résultant de meilleures recherches. Professeur Gordon Stewart, Ayers Health, mars 1980. C'est assez clair. Tout de même pas se casser la tête rendu là. Le professeur Archie Kalorikinos, un grec, dans le Sunwall Tops, en Australie, mai 1987, le 24 mai, il a dit « Le pire vaccin de tous est celui contre la coqueluche. Il est responsable d'un grand nombre de mortalités et d'un grand nombre de dommages cérébraux irréversibles chez les nouveau-nés. » C'est assez clair comment ça se fait qu'on continue à le donner à tour de bras sans que qui que ce soit dise quoi que ce soit. Il y a vraiment de quoi se poser de sérieuses questions quand une population accepte de servir de cobaye, d'animaux de laboratoire pour les monopoles pharmaceutiques sans dire un seul mot. D'après le Morbidity and Mortality Report du 5 juillet 1985, une première manifestation de la coqueluche se produisait à Washington, USA, entre le 1er janvier et le 1er octobre 1984, impliquant 162 cas. 69 de ces cas se produisirent chez des enfants âgés de 3 à 6 mois. Le rapport déclara des 69 patients âgés de 3 mois jusqu'à 83 mois, c'est-à-dire 6 ans, ayant un statut d'immunisation connu, 34, soit 49%, avaient été convenablement vaccinés pour leurs âges avec le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, le DCT en question. Le 2 septembre 1978, l'émission de télévision NBC News, qui est une émission très importante et officielle aux États-Unis, en Floride, USA, fit l'annonce suivante. Le Centre de contrôle de la maladie d'Atlanta, the Atlanta Center for Disease Control,
a demandé aux médecins d'arrêter immédiatement l'utilisation des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche parce qu'un certain nombre d'enfants avaient eu de graves réactions. De telles réactions peuvent impliquer le syndrome de la mort du berceau.